Si vous restez en France, si vous êtes entrepreneur, vous allez vous faire contrôler, on va pas vous remercier, vous allez vous faire défoncer en impôts pour avoir moins de services et vous allez subir un désavantage concurrentiel par rapport à vos concurrents qui sont partis. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, à partir du moment où tu t'émancipes de la tyrannie de l'endroit et que tu adoptes cette démarche de multi-pays, tu passes du statut de subir un monopole à, d'un seul coup, tu as accès à des dizaines de juridictions qui se battent pour t'attirer dans les meilleures conditions. Ta maman, le jour où j'ai quitté la France, elle m'a dit « Mais la sécu, comment tu vas faire ?» Lui, ses parents lui ont carrément dit « Mais comment tu vas faire pour ta retraite ? Enfin, tu devrais quand même cotiser, on sait jamais. » C'est pas parce que vous avez entendu ça à la télé que c'est vrai. Et justement, il faut ouvrir l'esprit, il faut voyager, il faut aller voir comment sont gérés d'autres pays pour justement avoir cette connaissance et de pouvoir aussi l'apporter dans son pays de naissance. Et d'aller commencer, alors peut-être à voyager, éviter le Club Med, faites des trucs un peu plus aventuriers à la rencontre du monde. Vous serez surpris de voir que la sécu, c'est peut-être pas le meilleur système du monde finalement. Les gens se sont soignés ailleurs aussi. Ouais. Les gens ne meurent pas dès qu'ils ont un rhume. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, regardez, j'ai fêté mon anniversaire avec toute ma famille et le quartier. Enfin, regardez, j'ai mis une banderole à votre nom parce que c'était une fête en votre honneur. Je fais quoi? Non. Il y a une femme qui m'a dit vous m'avez sauvé la vie. Bienvenue à tous dans ce podcast et dans ce nouvel épisode, on a la chance et l'honneur de recevoir Olivier Roland pour la sortie de son deuxième livre. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays, je montre, voilà. En plus, on a participé un peu au choix de la couverture. Merci encore. Bienvenue dans ce podcast, Olivier. Et je tiens à dire, c'était exactement la couverture que j'avais choisie au premier tour. Bah tu as bon goût, tu vois. Donc bravo. Bravo. Très belle couverture, voilà, je montre pour nos auditeurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas Olivier, donc Olivier, tu es aujourd'hui entrepreneur, globe-trotter, rebelle intelligent, qui a pu changer vraiment des esprits de milliers de personnes. Surtout avec ton premier livre, je pense que tu as vraiment inspiré toute une génération de personnes de sortir des sentiers battus et vraiment construire une nouvelle vie de liberté, sans forcément de diplôme. Ça, c'est vraiment une belle chose. Aujourd'hui, en fait, ton livre, ça nous tient vraiment à cœur de t'interviewer, parce que ça touche à des valeurs qui sont très profondes à nous, surtout la valeur de liberté géographique, donc liberté en général, mais la géographique pour nous, elle est très importante. On en parle souvent avec Loïc à notre audience. Aujourd'hui, on a pu disrupter le monde de conciergerie et de montrer aux personnes qu'on n'est pas obligé d'être cantonné à notre secteur, à notre quartier pour gérer cette activité, qu'on pourrait gérer, qu'on soit à Roubaix ou aux Maldives. Et justement, c'est très important pour nous d'avoir ton point de vue également sur l'expatriation, sur cette liberté géographique qu'on peut avoir. Et la première question que je voulais te poser, parce qu'aujourd'hui tu le prouves bien que les États-nations sont plus en puissance comme avant, on peut plus vraiment compter sur l'État ou les institutions ou sur le système tout simplement pour nous sauver et pour nous aider. Et aujourd'hui je pense qu'on peut dire que c'est plus vrai que jamais de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc pourquoi tu penses qu'il est essentiel aujourd'hui de vraiment reprendre la main sur notre liberté, sur notre travail et sur notre vie tout simplement? C'est une vaste question et il y a 600 pages dans lesquelles j'essaie d'y répondre, donc je vais vraiment essayer de synthétiser. Mais déjà, ouais, on peut partir du constat effectivement que beaucoup de personnes peuvent voir en France, en Belgique et dans d'autres pays, c'est qu'en gros, on paye plus pour avoir des services de moins bonne qualité et qu'au-delà de ça, l'ambiance générale se dégrade, les perspectives économiques se dégradent et le classement du pays descend régulièrement. Là, aujourd'hui, la France doit être la 6e puissance économique du monde. Après, ça dépend comment on calcule. Clairement, dans 20 ans, elle sera plus à cette place-là. Elle aura baissé de plusieurs places. Et il y aura très probablement des pays qui peuvent paraître très surprenants aujourd'hui, mais qui l'auront dépassé. Peut-être l'Indonésie, d'autres pays asiatiques. Du coup, beaucoup de personnes peuvent sentir ça plus ou moins précisément et consciemment. Et j'essaie dans le livre d'expliquer vraiment les tendances, qu'est-ce qui explique ce déclin, mais vraiment avec une vision systémique qui part d'ailleurs de l'histoire. Tu l'as vu au début du livre, on commence même au niveau de l'Empire romain, tu vois. J'essaie vraiment de... D'ailleurs, j'ai trouvé ça très surprenant pour quelqu'un qui a raté ses études, rentrer dans les détails de l'histoire, avoir tellement de références. Je ne sais pas combien de références tu as eu dans ce livre, de sources que tu as citées. Alors, il y a un vrai travail de recherche. Oui, comme pour le premier, en fait, dans le premier, il devait y avoir 400 ou 500 références scientifiques, là, il y en a plus de 800, et quelque chose comme 1100 notes de bas de page. Tu sais, c'est ce que j'ai expliqué dans mon premier livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est que l'éducation, c'est pas un monopole de l'administration. Chacun peut apprendre à s'éduquer efficacement tout au long de sa vie. Et donc, mon propos dans le premier livre, c'était pas de dire l'éducation, ça sert à rien, c'était de dire le système éducatif dans la plupart des pays occidentaux est de plus en plus obsolète, il a de plus en plus de mal à s'adapter au monde moderne, et c'est plus efficace de savoir apprendre par soi-même et d'aller chercher soi-même le savoir. Je pense que j'ai développé une certaine culture, tu vois. Je l'ai fait grâce
aux stratégies et méthodes, notamment dont j'ai parlé dans le premier livre. Pour revenir au sujet, j'essaie vraiment d'apporter un éclairage différent de ce qu'on voit dans les médias de manière générale, de prendre du recul et d'expliquer en fait les grandes tendances. Et si je devais résumer ces grandes tendances, on pourrait dire que l'État-nation aujourd'hui en tant que structure qui est pertinente à la fois au niveau géopolitique, culturel et économique est vraiment extrêmement disruptée par des innovations technologiques qui notamment viennent des ordinateurs, d'Internet et de la mondialisation. Donc déjà, on pourrait se poser la question, c'est quoi un État-nation ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, déjà, c'est une structure qui est récente dans l'histoire. À la base, simplement une nation. Alors une nation, c'est un peuple qui estime faire partie d'un tout commun lié à différentes choses, donc typiquement une histoire commune, une langue commune, souvent une religion commune, même si ça va dépendre des pays. Et cette nation va décider de se doter d'un État. Donc là, on pourrait dire, mais du coup, Olivier, ça a toujours été comme ça, mais pas du tout. Si par exemple, on regarde la France en 1500, déjà, c'est plein de nations différentes. Quand je parle du royaume de France, du coup, en 1500, c'est plein de nations différentes, c'est-à-dire que chaque région a grosso modo son dialecte, et que quelqu'un du Nord qui va en Bretagne, ils vont pas se comprendre, quelqu'un du Nord qui va à Paris, c'est comme un ch'ti qui parlerait ch'ti qui va à Paris, c'est pas qui parle avec un Parisien qui parle le français. Il y a D'ailleurs, des ce que j'ai appris incompréhensions. dans ton livre, ça je savais pas qu'en fait le français actuel, c'était le parisien. Absolument. Au XVe siècle, en 1500, donc il n'y avait pas vraiment de nation française, il y avait plein de petites nations dans le royaume de France. Il y avait un État centralisé, certes, qui était personnifié par le roi, mais qui était extrêmement faible. Et en fait, c'était surtout un royaume très décentralisé avec des tas d'États différents qui n'avaient pas du tout la même puissance. Et au-delà de ça, il n'y avait pas cette notion qu'une nation devait forcément avoir son État, en fait. Donc cette notion, elle est récente et elle est arrivée grosso modo à partir du 19e siècle, même si la France a justement fait partie des précurseurs du processus qu'on appelle nation building qui a créé les États-nations modernes. En fait, même en France, la théorie est inversée parce que c'est pas la nation qui s'est dotée d'un État, c'est l'État qui s'est doté d'une nation. C'est-à-dire que l'État est devenu extrêmement centralisé, notamment sous Louis XIV, c'est ce qu'on appelle l'absolutisme. Et ensuite, ça a été récupéré par les révolutionnaires quand il y a eu la Révolution française, puis par Napoléon, etc. Et en fait, quand l'État a réussi à centraliser son pouvoir en France, il a décidé d'imposer une uniformité culturelle sur tout son territoire pour construire une nation qui n'existait pas. Au point même qu'on peut parler de génocide culturel parce que il suffit de regarder le statut des langues régionales aujourd'hui en France. Elles sont soit éteintes, soit moribondes. Moi-même, par exemple, je viens du Nord. Mon grand-père parlait ch'ti un petit peu. Mes parents le comprenaient. Moi, je parle 3 mots, quoi. Et c'est typique de nos générations. On peut regarder dans la plupart des régions, c'est le même processus qui s'est passé. Alors, il y a des régions qui résistent un peu comme l'Alsace ou la Corse ou la Bretagne, mais même dans ces régions-là, c'est quand même, ça devient de plus en plus anecdotique. Donc, il y a une sorte de génocide culturel qui s'est fait, et ça, faut s'en rendre compte quand même. Et même parfois un vrai génocide, comme par exemple pendant la Révolution, il y a les Vendéens qui ont été génocidés. Donc, bref, donc l'État-nation, c'est une nation qui a un État. Et en fait, aujourd'hui, alors le problème, c'est qu'en fait, ce concept s'est bâti grâce à des disruptions technologiques de l'époque qui ont elles-mêmes disrupté les entités politiques et économiques d'avant. Donc, typiquement, la féodalité. La féodalité a été disruptée par 2 inventions technologiques, c'est la poudre à canon et l'imprimerie. Alors je sais pas à quel niveau de détail tu veux que je rentre là-dedans, mais parce que je pourrais expliquer pourquoi, mais du coup on peut faire le parallèle avec aujourd'hui, où en fait l'État-nation moderne est disrupté par Internet, qui est une imprimerie puissance 1000, et par la mondialisation de manière générale. Il y a un mot que tu as introduit que j'aime beaucoup, c'est les monopays. C'est des personnes en fait qui sont nées dans un pays, qui ont grandi dans le pays, qui parlent uniquement cette langue, qui n'ont jamais voyagé, et ils élèvent les enfants dans leur pays. Ou en tout cas, ils voyagent, mais c'est au Club Med. Enfin, tu vois, c'est juste pour le tourisme. Effectivement, et donc ils font leurs études dans ce pays, travaillent dans ce pays, ils éduquent leurs enfants dans ce pays, ils prennent leur retraite dans ce pays, puis ils meurent dans ce pays. C'est les monopays. Et quand on regarde autour de soi, c'est facilement 98% des gens. C'est qu'en fait, la plupart des monopays sont dans une bulle. Ils ont plein d'anglements et s'en rendent pas compte, puisqu'ils n'ont pas de point de comparaison. Et je donne une image, tu vois, dans mon livre, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui a vécu dans un village de 150 habitants toute sa vie, dont 50 moutons, et qui vient dans une ville internationale de plusieurs millions d'habitants. Forcément, c'est le choc. Il se rend compte quand même qu'il y a une diversité culturelle, intellectuelle, économique et juste diversité tout court, et une intensité qui est des milliers de fois supérieure à ce qu'il a vécu dans son village. Et c'est la même chose quand on passe du statut de monopays à multipays. Je trouve qu'il y a une chose aussi, c'est l'ouverture d'esprit qu'on a à partir du moment, même juste le voyage en fait tout simple est quelque chose. Moi j'ai grandi toute mon enfance, j'ai été en France tout le temps, vraiment ultra monopays, mais même limite monoville, monodépartement, tu vois. Et puis le jour où je commence à bouger, je me souviens, mon premier voyage dans la vie, c'est la Tunisie. Là, je me retrouve avec un quad à doubler, un gars avec son âne et sa charrette sur une autoroute. Avec ce truc-là, en fait, il y a plein de trucs qui se sont disruptés dans ma tête parce que je me suis dit, attends, tout ce qu'on m'a expliqué depuis le début, toutes les normes qu'on m'a mis, quoi qu'il se passe, en fait, elles peuvent voler en éclats demain. Et en fait, ce qui est génial, c'est, je trouve, justement, dans le fait de s'expatrier ou d'aller ailleurs, c'est que s'il y a des règles qui te vont, c'est génial. Mais t'entends tellement de gens aujourd'hui, des fois un peu ronchonner, dire, ça me plaît pas, ça me plaît pas. En fait, pour moi, à partir de là, justement, c'est ça qui est génial. Tu peux
bouger en fait. Quand tu commences à adopter cette démarche de multi-pays, en fait, tu te rends compte que tu as un choix sidérant de possibilités pour améliorer la qualité de ta vie. Et tu vois, tu donnes un exemple, c'est qu'effectivement, tu peux choisir tes lois, en fait. Ça, c'est incroyable. Mais ce que j'adore aussi dans ton idée de choisir ses lois, choisir son pays, c'est aussi la notion d'un État où le citoyen n'est plus un citoyen, mais un client de l'État. C'est une disruption majeure. Exactement. Ça, c'est vraiment une idée. Elle pouvait paraître que complètement inimaginable il y a quelques années, mais aujourd'hui, on en revient à ça. Aujourd'hui, à partir du moment où tu t'émancipes de la tyrannie de l'endroit et que tu adoptes cette démarche de multi-pays, ben en fait, tu passes du statut de victime, en tout cas de subir un monopole, à d'un seul coup, tu as accès à des dizaines et des dizaines de juridictions qui se battent pour t'attirer dans les meilleures conditions. Je pense que aussi c'est bien pensé par le gouvernement. Par exemple, il y a un truc, parce que les gens se rendent pas forcément compte, je pense, parce que par exemple, tu vois, on parle de charges sociales, on le sait, on a été entrepreneur, on est entrepreneur, on sait ce que c'est, on paye des charges sociales à l'État, on voit bien, quand tu payes un salarié, chaque fois que je paye un salarié tous les mois en France, bah, je vois très bien ce que je donne, quelle est la part que je donne à l'État, et que si je lui donnais dans les mains, bah, c'est ce que lui il pourrait faire. Mais les gens le voient pas, ça, en fait, c'est-à-dire qu'ils ne voient que leur salaire, et donc du coup, à partir de là, c'est bien fait. Et même maintenant, ils ont même été forts, parce que depuis quelques années, même la part d'imposition, ils ne la voient même pas, puisque c'est déjà pris en fait sur le bulletin de salaire, et tu commences par payer l'État en tant qu'employeur avant de payer le salarié, même pour la part d'impôt. C'est-à-dire que maintenant tout est pris en amont qui va dans les poches de l'État avant même que le salarié soit payé. Donc ça veut dire que quand tu vas travailler, la personne numéro 1 pour laquelle tu travailles, en fait finalement c'est l'État qui est payé même avant que toi tu reçoives ton salaire. Ça c'est fou. Et je pense que ce qui est difficile, c'est qu'aussi tout est pensé quand même pour que, tu sais, quand même les gens, même si les gens se marient moins qu'avant, mais que les gens se marient, fassent des enfants, etc. Et je pense que ça arrange beaucoup un État, parce que ça rend aussi quand même beaucoup plus difficile le fait de pouvoir bouger. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire, à l'âge de 18 ans, tu fais ta valise, que tu te casses et que t'as pas de gamin et que tout est cool, mais c'est vrai que plus les gens rentrent dans ce métro boulot dodo, et plus quelque part ils ont, pour moi c'est en partie une excuse mentale, hein, parce qu'on peut reprendre notre vie en main à n'importe quel moment. Je pense qu'on est tous le meilleur exemple pour ça, et on a tous accompagné tellement de gens qui ont fait ça que voilà, il y a tout à fait possibilité de faire différemment. Mais je me mets à la place quand même de toute une partie de la population où c'est vrai que en fait ils subissent, et c'est horrible parce qu'arrivés à 60-70 ans, ils auront une retraite pourrie et ils auront subi tout le temps de leur vie sans reprendre un, quoi. Oui, et après bon, faut relativiser. La France va se déclasser parmi les pays du monde, mais bon, on va pas non plus arriver au niveau, j'en sais rien, d'un pays pauvre d'Afrique, tu vois. Donc faut relativiser, voilà. Mais disons que probablement d'ici 20 ou 30 ans, on sera déjà plus dans le top 10, on sera peut-être dans le top 20, peut-être dans le top 30, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de pays qui vont devenir plus riches que la France, avec des meilleures conditions de vie, etc. Bon, ce qui veut dire quand même que, grosso modo, on restera dans le top 20%. Hein. Donc, après, les gens qui souhaitent rester en France, bon, bah, il faut s'attendre à une dégradation, hein, ça c'est clair. Payer plus pour avoir moins. Après, ça va être moins pire que dans beaucoup de pays du monde. Mais je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer dans ce monde nouveau, parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut bien se rendre compte que le seul pays du monde qui vous tient pour acquis, c'est le pays d'où vous venez, ou le pays où vous allez passer le plus de votre vie. Parce que tous les autres pays du monde, ou presque, vous déroulent le tapis rouge et vous offrent des conditions exceptionnelles. Donc il faut se rendre compte de ça. Si vous restez en France, si vous êtes entrepreneur, vous allez vous faire contrôler, on ne va pas vous remercier, vous allez vous faire défoncer en impôts pour avoir moins de services, et vous allez subir un désavantage concurrentiel par rapport à vos concurrents qui sont partis. C'est ça la vérité. Je ne tirez pas sur le messager, je sais que ça peut être un peu dur à entendre, mais c'est la vérité. Vous pouvez rester en France, il y a des vraies raisons émotionnelles, les amis, la famille, etc. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas comme entrepreneur web, il y a vraiment aucune raison rationnelle de rester. Franchement, zéro. Le patriotisme, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu parce que je viens quand même d'un pays où le patriotisme c'était quelque chose de très très imposant et imposé. Je pense que c'est quand même un outil assez puissant justement pour lobotomiser les gens, de les transformer en moutons qui vont juste suivre les instructions de l'État et de se dire c'est pour la patrie. Mais en fait en même temps c'est pour la patrie, mais est-ce que ta patrie elle fait des bonnes choses pour toi? Il faut toujours s'informer, se renseigner et aller au-delà juste de regarder les titres de BFM ou voilà, les médias. Je pense qu'en fait, il y a cette notion de patriotisme, elle est importante parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont regarder notre interview aujourd'hui et se dire mais c'est quand même pas sympa, quitter son pays, abandonner sa patrie, etc. Mais d'abord, renseignez-vous sur qu'est-ce que... Non, mais on aime la France, hein. Je pense qu'on peut tous le dire, on adore la France et justement, je pense que si on a ce discours, c'est parce qu'on exactement, on a très envie que ça change et que ce soit différent. Moi, je suis le premier si quelqu'un a besoin d'un coup de main, on arrive les gars. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on peut tout à fait aimer son pays et se barrer. Regarde ce qui s'est passé dans ton pays. Je veux dire, il y a plein de gens qui, pendant l'époque de l'Union soviétique,
fuyaient l'Union soviétique, pas seulement la Russie, pas parce qu'ils aimaient pas leur pays, mais simplement ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont c'était géré. On peut aimer son pays et pas être d'accord avec la manière dont c'est géré. Est-ce que vous êtes d'accord avec 100% de ce que fait le gouvernement? Non. Et pareil, les gens qui ont fui l'Allemagne nazie, c'est pas parce qu'ils aimaient pas l'Allemagne, c'est parce qu'ils aimaient pas les nazis. C'est pas la même chose. Non mais je veux dire, faut comprendre quand même. Et est-ce qu'on peut blâmer des juifs qui sont partis dans les années 30 ou même juste des Allemands normaux qui sont allés en Argentine ou je sais pas, ils étaient pas d'accord avec le régime nazi? Pas du tout. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire qu'en France il y a ces nazis à ce moment-là, bien sûr. C'est juste pour donner des exemples, d'accord? Là je suis pas d'accord par exemple avec la manière dont la France et beaucoup de pays occidentaux sont gérés aujourd'hui. Moi j'aime bien la France, j'aime bien mes racines, mais il faut bien comprendre quand même qu'on vit dans un monde qui est vaste et qu'il y a vraiment énormément d'endroits dans le monde où vous allez trouver une incroyable combinaison de qualité de vie, de soleil, de coût de la vie faible et d'impôts bas et d'exotisme qui seront vachement plus intéressants que là où vous êtes. Il faudrait quand même que vous ayez un bol monstrueux pour que l'endroit où vous êtes né, ça soit l'endroit où vous allez le plus vous épanouir. Enfin, je veux dire, ça paraît peu pro là, par rapport à tout ce qui est possible dans le monde. Donc, bon. Il y a une chose quand même en France, je trouve qu'il y a pour démarrer en fait dans l'entrepreneuriat, il y a quand même eu des choses qui ont été faites depuis quelques années qui sont quand même assez cool. Tu vois, par exemple, on a pas mal de monde par exemple, qui nous rejoignent de Suisse. Tu vois, c'est vrai qu'en Suisse, tu démarres une société, faut mettre 20 000 francs suisses sur la table tout de suite, sinon ta société, tu la montes pas. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont quand même cool en France, mais c'est vrai que en fait la France devrait avoir un moment pour moi quand même lâcher un peu de l'est parce que tu le ressens. J'ai jamais un entrepreneur en France vraiment qui m'a dit ah trop cool, j'adore, je paye ce que je paye, je comprends pourquoi je le paye. Et surtout moi je l'ai vu, hein, j'ai payé quand même très longtemps 75% de ce que je gagnais, et quand je vois le nombre de fois où on est venu taper à ma porte parce qu'en fait dès l'instant où tu fais une boîte qui fait le plus gros chiffre d'affaires de son département ou de sa région, en fait on vient taper à ta porte, et quand t'as quelqu'un qui vient tous les 6 mois taper à ta porte pour une nouvelle entité, pour un nouveau truc, en fait tu te dis bon les gars à un moment laissez-nous un peu quoi, juste respirer tranquille quoi. Bah oui exactement, c'est ça le problème de, alors c'est la France, mais là on parle beaucoup de la France, mais il y a beaucoup d'États qui ont le même problème, hein, les mêmes problèmes. C'est ça, c'est comme il n'y a pas cette notion de service client, on te prend pour acquis. Du coup, il n'y a pas de notion de service client. Et c'est ça le truc, on est dans le milieu des entrepreneurs web, moi je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit je me suis tapé un contrôle, franchement on m'a pris pour une vache à lait, je me suis barré. Ils se rendent pas compte. Je challenge dans le livre, et du coup je le fais ici aussi, toute personne de l'administration française qui travaille à Bercy qui pourrait tomber sur ces mots. Faites une mesure du nombre d'entreprises web que vous contrôlez et dont vous faites partir le dirigeant dans les 3 années qui suivent. Je pense que vous serez surpris. Et aussi, on voit d'un seul coup aussi une autre disruption, c'est ce contre-pouvoir que crée le web. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on emmerde trop les gens, ils s'en vont à nouveau. Donc, et tu vois que tant que l'État n'a pas compris, les gens se barrent juste. Mais quand l'État aura compris, si un jour il le comprend, tu vois, ils vont réfléchir à 2 fois avant de contrôler des gens où ils se disent oui, il y a un risque que le gars se barre. Tu vois le contre-pouvoir que ça crée. Et en fait, alors, je donne la notion que, tu vois, le Moyen-Âge était caractérisé par le fait que le Léviathan-Église était plus fort que le Léviathan-État. Ensuite, la Renaissance était le Léviathan-État qui était plus fort que le Léviathan-Église. Et là, aujourd'hui, on a un nouveau Léviathan qui est en train de naître, c'est le Léviathan-Réseau, le Léviathan Internet, et on est dans une phase de transition, mais le Léviathan Internet devient de plus en plus puissant par rapport aux États. En fait, en tant que personne qui s'est émancipée de la tyrannie de l'endroit, vous êtes une sorte d'entité semi-souveraine. En gros, vous choisissez où vous vous incarnez et où vous incarnez votre business. Notre business, il existe dans le cloud avant tout. Si aujourd'hui, on peut le mettre à Dubaï, demain, on peut le mettre à Bangkok, à New York, à Rio de Janeiro. C'est pas important, en fait. Oui, puis il y a ton business, et il y a là où toi tu es. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un business aujourd'hui en France, il y a plein d'entrepreneurs aussi qu'on voit ici, qui sont pas forcément des entrepreneurs web, mais qui ont fait un choix aussi d'avoir un business qui est physiquement en France, sur lequel ils payent leurs impôts, etc. Mais eux, à titre personnel, ils ont choisi de pas avoir ce contrat, en fait, d'avoir un contrat différent, et de dire, moi, finalement, je vis avec ce contrat. Et il y a une histoire aussi que j'ai trouvé géniale, c'est il y a le fils d'un ami, il a pas du tout fait d'études, à l'âge de 18 ans, il est sorti du système scolaire sans bac, sans aucun diplôme, et en France très compliqué, quelques petits boulots de serveur, voilà. Il est parti il y a 2 ans en Australie, et aujourd'hui alors je sais pas à combien est le dollar australien comparé à mais je crois qu'il gagne un truc comme 10 ou 12 000 $ à bosser sur des chantiers. Ça va, tu vois, il bosse sur des chantiers, tout le monde a peut-être pas envie de bosser sur des chantiers, mais je trouve ça génial. C'est à dire qu'en fait en France c'était quasiment un peu un raté entre guillemets, tu vois, dans l'œil de certaines personnes, et en tout cas inemployable dans aucun autre métier qu'un métier dans lequel on demande
demande aucun diplôme. Là, ok, bon, il est aussi dans un métier dans lequel on ne demande aucun diplôme, mais un salaire qui n'a rien à voir et une vie qui n'a rien à voir en fait avec là. Mais il a eu ce truc de dire, bon, j'y vais, je pars en fait. Le pays m'accueille pas, c'est pas cool, c'est là où j'ai grandi, mais je m'éclate pas là où je suis. Bah, je m'en vais, je pars. Allez, je prends un billet, et c'est parti quoi. Je trouve ça génial et je pense qu'il faut aussi le penser. Il n'y a pas que en étant entrepreneur. Je pense qu'il y a aussi en fait, si t'es pas content là où t'es, quelque part aussi des fois, ça marche peut-être moins bien avec une petite famille et tout, mais saute dans un avion, va ailleurs, va voir ce qui se passe et ça va t'ouvrir l'esprit quoi. Bah, tu parles de la petite famille et justement dans ton livre t'en parlais aussi Olivier en disant qu'il y a des personnes qui disaient Olivier mais c'est bien joli de parler de tout ça, mais si j'ai des enfants, si j'ai la famille, si j'ai des attaches, comment je fais? Et ben vous, ça vous fait rire parce que vous avez combien d'enfants à deux? 5. Ouais, donc, vous êtes mieux placé pour y répondre que moi du coup, parce que je donne des réponses, mais en gros ma réponse, parce que moi j'ai pas d'enfants, c'est j'ai plein d'amis qui le font et ça se passe très bien. Donc comment vous avez vécu vous l'expatriation avec les enfants? En plus vous êtes dans la pire situation, c'est-à-dire que vous êtes divorcé avec des enfants de l'ancien couple, et ça c'est quand même l'obstacle numéro 1, il faut le dire, de l'expatriation. Alors en fait tout est possible les amis, moi c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que tout est possible dans la vie. Nous on a pu le faire. Exactement. Et moi faut pas oublier, je veux dire, il y a 10 ans en arrière tu m'aurais dit ça, j'aurais dit improbable. C'est-à-dire qu'en fait si tu veux, il y a un moment, c'est parce que j'ai des boîtes qu'on fait de la croissance, qu'on fait des choses, mais je veux dire, moi je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 15 ans j'étais encore complètement fauché dans ma vie, complet quoi. C'était et jamais j'aurais imaginé. C'est pour ça d'ailleurs que je comprends, je pense très très bien les gens qui ont, et je m'amuse à avoir ce genre de choses en me disant avec la famille, avec le truc, parce que moi c'est des vraies réflexions que j'ai eues quand même, où je me suis dit putain c'est chaud quoi, si j'ai envie de partir demain, ayant été papa tu vois à l'âge de 18 ans, c'est chaud en fait, c'est compliqué. Si tu gagnes 1500 balles par mois en France, ça peut être compliqué, mais en réalité tout est possible et je pense qu'il faut juste visualiser là où on a envie d'aller et on y va. Même toi quand on parle un peu de divorce ou autre, tu te serais pas forcément imaginé pouvoir partir parce que les enfants à un endroit, les lois françaises sont ce qu'elles sont, ou des fois ça peut être compliqué. Moi, mon but était atteint et aujourd'hui, je pense que mes enfants ont bien meilleur avenir en étant scolarisés dans une école bilingue où ils peuvent encore apprendre plein de langues et surtout une ouverture d'esprit, parce qu'aujourd'hui, ma fille, elle se retrouve en classe avec des musulmans, avec des chrétiens, elle apprend les différentes religions, aussi l'ouverture d'esprit et la tolérance. Mon garçon, quand il est arrivé en classe pour le premier jour, il m'a dit je me suis fait un ami, c'est un japonais, il parle 5 langues. Là, je me suis dit oui, mes enfants ils sont quand même au bon endroit, et même si par la suite ils vont choisir de vivre ailleurs, c'est leur choix, mais en tout cas je leur donne le meilleur départ dans la vie et c'était une très bonne décision. Ouais, c'est ce que je dis dans le livre, au final c'est que c'est un des meilleurs, à mon avis c'est même le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est cette ouverture d'esprit dès le départ ou jeunes. Si ils viennent suffisamment jeunes, ils vont apprendre une langue étrangère sans avoir l'impression de faire d'efforts, ça c'est incroyable quand même. Je veux dire là, si vous êtes monolingue au 21e siècle, vous êtes mal barré quand même, hein. Je veux dire parce que bientôt on va peut-être avoir des systèmes de traduction simultanée qui vont être parfaits, on n'est pas loin déjà. Au-delà de ça, apprendre une autre langue, c'est aussi savoir penser dans une autre langue, et c'est une autre interface avec la réalité, et c'est extrêmement riche. Donc je pense pas que même si on a des systèmes comme Star Trek, ça va empêcher les gens d'apprendre des langues étrangères. Au contraire, ça va encore même fluidifier le truc, parce qu'ils pourront demander à une IA de le renseigner en fait. C'est juste, si vous avez des enfants, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez leur donner. C'est tout. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a toujours aussi une excuse quoi qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours les premiers, enfin tout le monde se trouve des excuses, c'est-à-dire oui mais j'ai pas encore fondé de famille, donc c'est pas forcément le moment de partir. Et puis après j'ai fondé une famille, donc maintenant avec mes enfants c'est compliqué parce que j'ai des enfants, ou mon job est pas comme ça, ou etc. Alors que je pense sincèrement que moi les enfants c'est quand même une vraie source de motive. Moi j'ai un peu cette notion, des fois il y a eu des trucs que j'ai fait dans ma vie parce que j'étais un peu dos au mur en fait, j'étais un peu dans la merde quoi, et je pense que si je suis là où je suis, c'est parce que il y a des fois où je me suis retrouvé dans la merde et que t'as pas le choix en fait, faut que tu tapes dedans à ce moment-là. Et je pense que les enfants, c'est une manière aussi de pouvoir penser intelligemment comme ça, à se dire ouais en fait ok j'ai des gamins, mais soit c'est mon excuse pour pas faire, ou soit c'est ma source de motivation numéro 1 pour faire. Et pour revenir quand même à ton livre, un point important qu'on n'a pas encore abordé, tu as parlé également de recrutement, et de recrutement de l'équipe à l'étranger, parce que non seulement le dirigeant il peut être libre, il peut partir dans n'importe quel pays, mais aussi il a cette liberté aujourd'hui de pouvoir travailler avec les personnes de n'importe quel pays. Et nous on le sait très bien aussi parce que je sais pas combien de nationalités, de pays différents qui travaillent avec nous, mais c'est énorme. C'est vrai qu'au sein de notre société, on a des personnes qui vivent au Liban, des personnes qui vivent au Mexique, les personnes qui sont en France, en Asie, en Angleterre, en Asie. Ça aussi c'est profondément disruptif. C'est génial. En gros, ça rend obsolète le code du travail.
Exactement. Modo, hein. Exactement. Donc c'est ça que j'ai adoré, c'est que tu parlais justement de tout le code de travail qui est tellement lourd en France, où je sais pas il y a combien de règlements qui existent. On est perdu en fait dans tout ça. Alors qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec quelqu'un qui vit au Liban, quel code de travail s'applique? Zéro. C'est la liberté. C'est ça le truc en fait, c'est que là pareil, les dirigeants se rendent pas compte en fait, c'est pas encore intégré, mais plus ils ont un code du travail lourd et obsolète, et plus ça incite les gens à prendre des freelances à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, à nouveau, si vous bossez sur un ordinateur, vous n'avez pas besoin d'être quelque part. Et ça, le corollaire fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement vous, en tant que salarié, vous pouvez bouger, mais que les employeurs ont plus besoin de prendre des gens qui sont à côté de chez eux. Donc, ils ont plus besoin de prendre des gens qui sont dans le même pays. Alors, il y a encore la limitation de la langue, mais avec le français, on a de quoi faire. Avec le russe, il y a de quoi faire aussi, en termes de gens qui sont dans des pays un peu partout. L'anglais, l'espagnol, le portugais, etc. Je donne l'exemple, tu vois. Aujourd'hui, en France, si tu prends un freelance à temps complet, bah, ça peut être qualifié en contrat de travail. Bah oui, mais si tu prends un freelance belge, ou un freelance français qui vit en Espagne, ou un freelance au Bénin ou au Maroc, qu'est-ce que peut faire l'URSSAF? Rien du tout. C'est pas dans sa juridiction. Elle a pas de pouvoir. Le salariat déguisé n'existe pas. Bah, du coup, non. Ce qui, du coup, permet aux freelances qui souhaitent bosser pour un seul client de le faire, tu vois. Donc, même pour les gens qui restent en France, du coup, il y a cette possibilité-là. Et si en plus, c'est une boîte, alors si c'est une boîte à l'étranger qui prend un freelance en France à temps complet, l'URSSAF pourrait essayer de dire quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, rien. Elle est impuissante, tu vois. Donc, souvent, les gens ont envie, parce qu'en fait, mais oui, là, t'as l'impression que c'est pour protéger, mais en vrai, les gens ont envie de ça, parce qu'en fait, les gens se sentent plus libres, plus, c'est sûr. Et moi, c'est marrant, il y avait un contrôle fiscal. Il y avait, j'avais pas compris parce qu'en fait ils m'ont demandé plein de justificatifs sur justement des personnes qui étaient employées par une boîte française à l'étranger, enfin qui étaient freelance du coup à l'étranger, donc tu sais Madagascar, etc. Et du coup en fait au début j'ai pas compris. Je pensais que ils voulaient vérifier, enfin un petit peu comme l'URSSAF pourrait peut-être vouloir vérifier, mais non en fait c'est parce que ils ont cru que c'était une tentative d'évasion fiscale, que c'était des fausses factures, que ces personnes n'existaient pas. On avait fourni les passeports, etc. à ce moment-là pour justifier que ces gens existaient vraiment, que c'était pas une fraude fiscale, au contraire c'était trop bien, on fait bosser ces gens, les amis. Oui, bah, d'ailleurs, c'est arrivé à un infopreneur que je vais pas nommer, mais voilà, lui, il bossait avec un développeur au Kazakhstan. Pour un contrôleur fiscal de base, le Kazakhstan, limite, c'est même pas aussi sur une carte. Toi, c'est genre, est-ce que ce pays existe? Enfin, presque, tu vois, j'exagère, mais. Et le gars a dit, écoutez, si vous me démontrez pas que cette personne existe, moi, je considère que vous êtes payé à vous-même, tu vois. Il m'a dit après, moi, c'est ça qui a déclenché, je veux dire, 3 mois plus tard, il était en Andorre. Non, mais c'est ça qu'ils se rendent pas compte du décalage de plus en plus profond qu'ils ont et du pouvoir qu'ont les gens qui sont sur le web. Ils sont pas, messieurs les contrôleurs fiscaux, les gens qui ont une entreprise 100% web ne sont pas obligés d'être en France. Ils peuvent être n'importe où. Si vous les faites chier, ils vont se casser. Je suis désolé, c'est comme ça. À nous, tirez pas sur le messager. Hein. Mais c'est la mondialisation, parce qu'en fait, regarde, les usines partent. Oui, bah maintenant, les entrepreneurs web vont partir. Voilà, il faut comprendre qu'on est dans un monde où aujourd'hui, il y a des dizaines de juridictions qui se battent pour attirer des gens comme nous, et que si vous n'avez pas compris ça, bah, vous allez fournir un meilleur rapport qualité-prix que les gens vont partir. Et souvent, il y a aussi une question d'éthique quand on parle de recrutement à l'étranger, parce qu'on nous dit oui, vous recrutez à l'étranger, donc forcément, vous payez les gens moins cher, donc c'est de l'exploitation. Mais à chaque fois, on rigole, on dit bah non, mais en fait, là, on paye la personne 10 fois plus le tarif qu'un meilleur ingénieur ou un meilleur médecin gagne dans ce pays. Donc au final, la personne, c'est le roi de pétrole dans son quartier et qui vit très très bien grâce au travail qu'on lui donne. Oui, bah ça c'est aussi un signe que c'est une personne monopayée en général qui va dire ça. Alors 10 fois, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, moi j'ai une équipe de 10 personnes au Bénin, j'en ai 4 au Maroc par exemple, et on les paye un salaire horaire qui est largement supérieur au salaire minimum et même médian, hein, tout en leur fournissant des conditions de travail exceptionnelles. Les gens travaillent chez eux. Tu vois, je suis allé visiter mon équipe au Bénin en 2023 pour la première fois. Je raconte l'histoire dans mon livre parce que j'ai vraiment été surpris et même choqué, je dois te dire, par la gratitude, la reconnaissance éperdue qu'ils ont manifestée pour le fait de travailler pour moi. Mais je veux dire, c'était du délire. Je m'attendais pas à ça. Je savais qu'ils étaient contents. Hein, de toute façon, on a un turnover de 0, grosso modo. Mais là, à ce point-là, je me rendais pas compte. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, regardez, j'ai fêté mon anniversaire avec toute ma famille et le quartier. Enfin, le quartier, bon, il voulait dire son building de voisin, quoi. Et regardez, j'ai mis une banderole à votre nom parce que c'était une fête en votre honneur. Je fais, quoi? Comment ça? Sérieux? Et là, il dit, bah oui, mais vous vous rendez pas compte parce que c'est grâce à vous que j'ai pu payer tout ça. Parce qu'ils sont très collectifs, donc tu sais, ils font des soirées, des machins. Il y a une femme qui m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, oui, bah moi, en fait, j'avais fait
fait des études pour être graphiste, mais j'arrivais pas à trouver de boulot. Et je venais juste d'avoir une petite fille. Et le seul boulot que j'ai trouvé, c'était fallait travailler de 9h à 19h du lundi au dimanche. En fait, c'était plutôt 22h où l'heure à laquelle les gens partaient, pour 60 € par mois. Esclavage, franchement. Bah ouais. Et que c'est 90 € par mois, mais le salaire minimum, non, mais c'est un peu le problème de ces pays dysfonctionnels, c'est pas très contrôlé. Et bon, elle a refusé. Enfin, tu vois. Et là, aujourd'hui, je peux le dire, c'est la personne la moins bien payée de l'équipe, elle est à 6 $ de l'heure. Donc, rien à voir. En 10 heures, elle fait ce qu'elle aurait fait il faudrait calculer, je sais pas. En 150 ou 200, voilà. voire même plus. D'ailleurs. Et elle travaille de chez elle, à son rythme. Elle n'a pas d'horaire de bureau, elle peut s'occuper de sa fille. Elle m'a dit merci, quoi. Enfin, elle avait les larmes aux yeux. Quelqu'un qui m'a dit moi, avant, mon patron précédent, il nous a pas payé pendant des mois parce qu'il a acheté une voiture à sa femme. Donc, pendant 4 mois, il nous a pas payé. Il y a plein de pays, il faut se rendre. Encore, les gens qui jugent, ils jugent à partir d'une situation de luxe. Vous vous rendez pas compte comment le reste du monde fonctionne, en fait. Et nous, on a cette capacité incroyable de les payer mieux et en plus de leur fournir des conditions de travail exceptionnelles. Vous attirez des talents de malades et ils sont ultra loyaux. Ça, et nous, même, on a un truc où, en fait, quoi qu'il se passe, même si un recrutement est peut-être fait à un tarif peut-être inférieur français, aujourd'hui, c'est sûr, comme on cultive que le A-player, tout le monde est au-dessus des tarifs français, même s'ils sont dans d'autres pays aujourd'hui. Ça mérite, tu vois, et c'est parti, quoi. Et c'est une manière de... C'est Olga qui m'a inculqué ça, le fait de... Fallait vraiment très, très bien payer les gens, elle a raison. Et surtout, je trouve que, en termes de mentalité, on a vu une vraie différence parce que tu vas faire travailler un Français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on force personne, hein. Mais quand on voit la réactivité de nos équipes quand ils répondent aux clients, dimanche soir, même un jour férié, ils répondent dans la minute, on les a jamais forcés. C'est pas quelque chose, c'est pas une consigne qu'on leur a donnée, mais en fait, c'est dans leur mentalité d'être là pour le client, d'être présent. Et il n'y a pas ce côté, aujourd'hui, c'est le jour férié, voilà, je réponds plus après 19h, etc. Et ça nous a vraiment frappé, cette différence aussi de mentalité. Il n'y a aucun forcing, c'est pas quelque chose d'imposé, mais c'est juste la manière de penser et la manière de travailler des gens. Ouais, parce que je pense que t'es comme nous, toi. Je pense qu'il y a ce côté où, en fait, on travaille jamais et on travaille tout le temps. En fait, il y a un côté un peu comme ça, tu vois, où finalement, moi, je sais pas, on a n'importe quel moment, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en réalité, je suis en train de travailler, mais en réalité, il y a aussi, je suis pas en train de travailler non plus parce que je m'amuse tous les jours. Enfin, tu vois, il y a tout ce ratio qui est un peu. Et en fait, il y a un truc qu'on fait tout le temps dans notre boîte que je trouve vraiment très important, c'est en fait, on fait très attention de déceler si quelqu'un se sent plus bien là où il est. Parce qu'en fait, l'important, c'est que tout le monde se sente bien là où il est, parce qu'en fait, dès l'instant que tu te sens bien, t'as pas vraiment l'impression d'aller bosser, ça change tout, je pense aussi. Et je pense que le code du travail, pour revenir à ton livre, ça a justement créé énormément de gens qui malheureusement ne sont pas bien là où ils sont. Mais en fait, comme le CDI, c'est difficile parce qu'on veut pas le quitter, parce qu'on a voulu l'avoir, et qu'en même temps, l'employeur, il n'ose pas trop recruter quelqu'un qui a peut-être pas le diplôme, parce qu'en fait, s'il recrute le mauvais, en fait, le CDI va le faire qui sera pas bien, etc. En fait, tout ce truc a créé une espèce de cristallisation comme ça, où tout le monde est un peu dans sa place. Exactement. Et puis les gens sont pas heureux, mais ça va, et c'est horrible. En fait, dans le premier livre, je donne les chiffres. En France, il n'y a que 6% des gens qui sont passionnés par leur métier. Et il y en a 25% qui haïssent activement leur job. Donc tu te rends compte, mais c'est un des pires scores du monde, hein. Donc il y a clairement un problème dans le système. Faut dire après aussi, le code du travail, il a été conçu à une époque où la majorité des métiers étaient beaucoup plus pénibles qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Quand on était une économie industrielle et pas une économie de service comme aujourd'hui. Et donc, il y a plein de règles obsolètes qui servent. C'est pour ça aussi, en fait, d'informer par le livre, ou comme tu te donnais l'exemple, par exemple, de l'imprimerie qui est arrivée et qui a donné toute l'information sur l'Église catholique qui gérait n'importe comment. Et c'est ça qui a permis la naissance de protestantisme, et que les gens, en fait, ils ont compris à quel point l'Église était corrompue, ne suivait plus du tout les textes sacrés, la Bible, etc. Donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi notre devoir, c'est d'informer un maximum de population. C'est la même situation. Ouais. Exactement. De dire que c'est pas parce que vous avez entendu ça à la télé que c'est vrai. Et justement, il faut ouvrir l'esprit, il faut voyager, il faut aller voir comment sont gérés d'autres pays pour justement avoir cette connaissance et pouvoir aussi l'apporter dans son pays de naissance. Et si tu devais tout recommencer dans la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les États-nations, etc., si tu devais démarrer aujourd'hui, par exemple, ton business, qu'est-ce que tu ferais, de quelle manière, et est-ce que ce serait différent de ce que tu as pu faire quand tu as démarré ta boîte? Tu veux dire, on reste dans le cadre de l'expatriation ou pas? Parce que, déjà, dans le business, je démarrerais déjà l'écosystème, chaîne YouTube, compte Instagram, etc., le site web. J'essaierais, alors, si j'étais encore en France, probablement que si je démarrais, j'aurais quelque chose à côté, tu vois, donc je continuerai à côté de ça. Et dès que je commencerai à gagner, on va dire, peut-être 1 500, 2 000 € par mois, je pars en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est, ou en tout cas dans un autre pays
où le coût de la vie est vraiment moins cher. Mais bref, sortez de la boîte en fait, tout simplement. Sortez de la boîte et puis utilisez déjà, dès que vous gagnez un peu d'argent, commencez à voyager un petit peu, profitez de le fait d'avoir un business web et essayez de trouver un endroit où vous voulez aller, quoi. Mais clairement, très vite, en fait, c'est plus intéressant de partir de France et de Belgique d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, que de rester. Pour la Suisse, c'est un peu différent parce que la Suisse, c'est vraiment très très bien géré. Pour le Canada, je sais pas s'il y a encore des Canada, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, mais je parle quand même beaucoup de la francophonie dans mon livre. Pour le Canada, c'est moins pire que la France, mais c'est moins pire que la Belgique, mais c'est pas non plus foufou, hein, faut le dire. Mais France-Belgique, c'est grosso modo pareil. Hein. La Belgique, c'est légèrement moins pire sur certains aspects, mais c'est quand même pas très bien. Par contre, plus galère pour monter des boîtes en Belgique parce que il faut qu'il y ait un notaire enregistre ta société, etc. Enfin, il y a des choses aussi des fois en termes de paperasse. Il y a 12% de droits de notaire. Ouais. Par contre, il n'y a pas d'impôt sur les gains de capitaux. Ça, c'est super. Bon, bref, il y a des mieux, il y a du moins bien. Mais c'est assez proche, ouais. Voilà, c'est assez proche. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de gens dans mon délire qui sont belges. Hein, je vous salue. Mais c'est vrai que les Suisses, vous êtes un peu gâtés, hein, faut le dire. C'est les premières de la classe de francophonie. C'est ça, exactement. Et ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant parce que effectivement, l'idée, c'est un peu, tu sais, moi, c'était Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, le tout premier bouquin que j'ai lu de ma vie, un peu de développement perso, etc. Tu vois. En fait, j'adore parce qu'il parlait de la muse. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça avant tout, c'est de trouver en fait finalement une activité. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu avec l'IMO. Je me suis retrouvé un mois avec 3000 balles par mois qui était généré par de l'immobilier. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui avec un business web, avec de la conciergerie, avec tout ça. En fait, il faut trouver quelque chose dans lequel on sent avoir les capacités, on sent le faire, et puis y aller. Et une fois que tu as un certain volume de revenus, c'est largement suffisant pour quitter, pour partir, pour faire quelque chose et pour penser différent. Du coup, à ce moment-là, ouais, tout à fait. Et j'ai une question parce que, bon, voilà, comme les langues, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi tu as choisi de dire tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays alors que ton premier livre s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance » de rater ses études? Est-ce que c'est un choix réfléchi? C'est une bonne question, parce que mon premier livre s'adresse peut-être plus à des gens qui ont déjà fait leurs études que d'autres, et là ce livre s'adresse plus aux gens qui ne sont pas encore partis, mais même les gens qui sont partis vont... Enfin, et c'est aussi surtout que en fait, je décris le début d'une tendance en fait. C'est-à-dire que pour moi, ces disruptions sont naissantes et elles vont grandir de plus en plus, et les États vont devoir y réagir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est que mais en fait, je pense même qu'on va vers des nouveaux modèles de gouvernance dans le chapitre 12, si je ne dis pas de bêtises, où en fait les États-nations vont en partie être remplacés par d'autres systèmes de gouvernance qui sont liés au réseau. Et on n'en est qu'au tout début de ça, en fait, vraiment le début. En fait, vraiment, pour reprendre l'analogie historique, c'est comme quand on est au début du protestantisme, on est en 1520, ça fait 3 ans que Martin Luther il a cloué ces thèses-là, et la disruption et l'imprimerie est en train de se diffuser, c'est le début. Ok, peut-être 1520-30, tu vois. L'Église commence tout juste à se disrupter, mais elle reste la plus puissante dans l'histoire. Mais dans un siècle plus tard, ça va pas être le cas. Là, ça va se passer plus vite parce que tout va plus vite aujourd'hui, mais ça va prendre des décennies quand même. Hein. Donc, si quelqu'un devait retenir une seule chose de ton livre, qu'est-ce que ce serait? Vraiment, si vous êtes monopays, il n'y a pas de mal à ça, mais vous vivez dans une bulle, vous vous en rendez pas compte. C'est comme si à nouveau vous étiez dans un village de 150 habitants et que vous n'avez pas encore découvert une grande ville. Je vous invite à tester mon bon sceptique et d'aller commencer, alors peut-être à voyager. Évitez le Club Med, faites des trucs un peu plus aventuriers, allez à la rencontre du monde. Discutez aussi avec des gens qui vivent ailleurs. Vous pouvez par exemple, quand vous allez voyager ou rencontrer des gens d'autres pays, demandez-leur comment fonctionne leur système de santé. Vous serez surpris de voir que la Sécu, c'est peut-être pas le meilleur système du monde finalement. Ouais, les gens se sont soignés ailleurs aussi. Ouais. Les gens ne meurent pas dès qu'ils ont un rhume. Tu vois, ma compagne qui est canadienne, quand elle a vécu en France 5 ans, elle m'a dit, ça me faisait rigoler au début, les gens lui disaient c'est génial, maintenant t'as un meilleur système. Il disait non, au Canada c'est bien mieux, qu'est-ce que vous racontez? Enfin, tu vois, elle comprenait pas, tu vois, ce truc. Mais on a un vrai truc. Moi, je sais ma maman, le jour où j'ai quitté la France, elle m'a dit mais la Sécu, comment tu vas faire? C'est vraiment, elle l'avait en tête, quoi. C'est marrant. Moi, j'ai un ami là, Alex Leclerc. Lui, ses parents lui ont carrément dit mais quand tu vas faire pour ta retraite? Enfin, tu vois à quel point il y a aussi un truc, c'est une différence de génération, tu vois. Parce une certaine inertie de pensée qui est encore là, ouais. Bah oui, genre tu devrais quand même cotiser, on sait jamais. Quel est le prochain livre du coup? Oula, j'en suis pas là. Elle était belle cette question. J'en suis pas là. Attends, déjà j'ai mis. C'est combien d'années? Ouais, c'est combien d'années? Alors, je me suis amélioré. Le premier livre c'était 4 ans, là j'ai mis 2 ans et demi seulement. J'ai appris de mes erreurs, tu vois, parce que c'est trop long, 4 ans. Et donc là, mon job, c'est de promouvoir. C'est une grosse erreur que font les auteurs, c'est de penser que quand leur manuscrit est terminé, ils ont fini leur boulot alors qu'ils ont fait que la moitié du chemin. Il faut mettre autant d'efforts pour essayer que ça touche un maximum de gens. Donc déjà, je vais faire ça et après on verra. T'avais vendu combien d'exemplaires du premier? 130 000. 130 000, c'est beau parce que... C'était traduit... ça a été traduit en anglais, portugais, même russe. Ouais. Allez, boum, excellent. Je savais pas que ça avait été excellent. Ouais.
il m'avait envoyé la couverture. La petite couverture en russe. C'était vraiment très très beau. Bon, bah, Olivier, franchement, trop cool. Ça faisait trop plaisir. En plus, on n'avait pas eu l'occasion de t'inviter ni rien jusqu'à maintenant. Donc, trop bien. Ça tombe trop bien avec le livre. C'est vraiment trop cool. Donc, ce livre, bah, vous le retrouvez partout. Parce que c'est l'avantage aussi. Amazon, les différentes bonnes librairies. De tous les pays de la francophonie, alors même l'Afrique. Même l'Afrique. Ouais. Bah, génial. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, bah, si vous n'avez pas lu aussi le premier, prenez le doublé en fait. Parce que vraiment, le premier, il est excellent aussi. Donc, voilà. Il y a quelques pages à lire, mais ça se lit tout seul. C'est génial. Merci Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup.